Bien, je veux vous amener aujourd'hui à Médan. Médan, c'est un petit village qui se situe entre Poissy et Saint-Germain-en-Laye, pour faire vite, et plus particulièrement au 26 de la rue Pasteur de Médan, puisque c'est au 26 de la rue Pasteur que se trouve la maison de Zola, la maison qu'avait achetée Zola pour venir y écrire entre le mois de mars et le mois de décembre. Alors cette maison, elle a connu des sorts différents. Après la mort de Zola en 1902, elle a été acquise par l'assistance publique notamment. Elle était dans un mauvais état. Et puis finalement, elle a été remise à jour et elle a été inaugurée pour son ouverture au public le 26 octobre 2021 par le président de la République Emmanuel Macron. Et maintenant, il y a la maison de Zola et le musée Dreyfus qui sont dans le même lieu. Alors, Zola, il a eu une enfance un peu difficile parce qu'il avait un père qui était un ingénieur, qui avait créé le canal Zola, mais il a fait faillite et donc il s'est retrouvé un peu dans la misère, élevé par sa mère. Il a quitté Aix-en-Provence, il est venu à Paris. Il a raté 2 fois son bac, mais enfin il est entré à la librairie Louis Hachette. Alors à l'époque, les librairies, on n'y vend pas que seulement des livres, on publie aussi, et là, il publie des articles, des critiques d'art, et puis il fait du journalisme politique, et puis il publie des nouvelles, des feuilletons. Il est ami avec des gens qui comptent à l'époque, comme les frères Goncourt, comme Flaubert, comme Tourguenieff, qui habite d'ailleurs à Bougival. Et puis, il y a sa grande œuvre, les Rougon-Macquart. Alors, lui-même le définissait comme l'histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Le premier volume paraît en 1871, c'est la fortune des Rougon-Macquart. Et le dernier paraîtra en 1893, c'est le docteur Pascal. Alors, dans tous ces romans, évidemment, il y a des romans très célèbres, comme La faute de l'abbé Mouret, sur la sexualité des prêtres, comme Nana, sur la prostitution, comme Au bonheur des dames, sur la naissance des grands magasins, comme Pobouille, comme Germinal, ou encore comme L'Assommoir, sur la classe ouvrière, publié en 1876, c'est le 7e volume des Rougon-Macquart. Et alors, ça a été un accueil absolument terrible de la part de la critique. L'Assommoir, on traite évidemment Zola de communard, mais plus que ça, on dit c'est un pornographe, c'est un style qui pue. Et puis, malgré ces critiques, la gloire, et en tout cas le succès populaire est là. Et Zola écrit et commence à accumuler un peu d'argent. Et évidemment, il est pris dans un tourbillon. Quand on a du succès, on est invité à droite à gauche. Et ça ne lui plaît pas, ça. Il veut se consacrer à l'écriture. Et il se dit qu'il faut qu'il quitte de temps en temps Paris, où il habite rue de Bruxelles, pas très loin de la gare Saint-Lazare, pour trouver un endroit plus calme où il va pouvoir se consacrer à son œuvre. Et c'est ainsi qu'il achète cette maison à Médan. Il l'achète en 1878. Et alors, voilà ce qu'il écrit à Flaubert. « J'ai acheté une maison, une cabane à lapins, dit-il, entre Poissy et Treilles, dans un trou charmant au bord de la Seine. 9 000 francs. Je vous dis le prix pour que vous n'ayez pas trop de respect. La littérature a payé ce modeste asile champêtre. » Alors, le voilà donc à Médan, il va s'installer là chaque année, du mois de mai au mois de décembre, pour écrire, avec un emploi du temps qui est très formel. Le matin, réveil, petite promenade, et puis 4 heures de travail. 4 heures de travail, c'est pour écrire à peu près 5 pages manuscrites. Ça veut dire que il n'écrit pas si vite que ça. Il travaille beaucoup son écriture, et puis
il y a surtout, on a aussi les carnets d'enquête de Zola. Il enquête énormément avant d'écrire un roman. Il sait tout. Il est comme un journaliste. Il va faire des enquêtes. Il sait tout sur les gens sur lesquels il écrit, sur le milieu, sur leurs pratiques, sur leurs habitudes. Et c'est très intéressant de lire les travaux préparatifs, d'ailleurs, des romans de Zola. Alors, vers 13 heures, il y a la cloche qui sonne. Et la cloche sonne pour annoncer le repas qui est préparé par une très bonne cuisinière. Et cette cuisinière, n'est autre que Alexandrine. Alexandrine, c'est la femme de Zola. Alors, il déjeune. Et puis l'après-midi, alors c'est plus gai. On fait de la natation, on joue au croquet. Et puis on se promène. Et puis il faut aussi répondre au courrier. Et puis il y a le soir un certain nombre d'écrivains qui se réunissent à Médan, parmi lesquels Huysmans ou Maupassant. Et ça s'appellera, ce qu'on appellera les soirées de Médan. Il y a d'ailleurs un livre qui s'appelle Les soirées de Médan avec des collaborations d'écrivains qui sont venus à Médan. Et c'est dans les soirées de Médan, par exemple, qu'on peut trouver la nouvelle de Maupassant qui s'appelle Boule de Suif. Boule de Suif, c'est une prostituée. Et ben c'est là que c'est pendant ces soirées de Médan que Maupassant a écrit cette nouvelle, comme d'autres jeunes écrivains auxquels Zola a mis le pied à l'étrier. Alors, il disait à Flaubert, voilà, j'ai acheté une cabane à lapins, mais enfin, peu à peu, la cabane à lapins, elle va s'agrandir. Il y aura 20 achats successifs, alors de terrain, de l'île qui est en face de la maison, et puis il va y avoir deux tours qui vont compléter la maison, et deux tours qui vont prendre les noms de romans de Zola, puisque c'est avec les droits d'auteur de ces romans qu'il va les faire construire. Il y a la tour Nana, et puis il y a la tour Germinal. Alors, l'intérieur de la maison, laissons-le décrire un historien qui s'appelle Adrien Goetz. Voilà ce qu'il dit. Il y a des lustres de cuivre, des potisses, des divans, des tapisseries à ramage, des fleurs de lys au plafond. Tout parle de Zola. Il dit certes, la maison de Médan n'a pas la force artistique de la délirante création de Victor Hugo à Guernesey, mais elle est bouleversante parce qu'elle raconte un engagement. On y croise Gervaise et son excellence Eugène Rougon, le pauvre peintre Claude Lantier et le spéculateur Saccard. Et tout cela donne envie de lire. Alors, c'est vrai que Zola est assez heureux dans cette maison. Il y écrit, il produit énormément. Il a son emploi du temps, je vous l'ai dit, très, très serré, très, très strict, avec ses 4 heures d'écriture chaque matin. Et puis, en 1888, Alexandrine a la bonne ou mauvaise idée, je ne sais pas, d'engager une lingère qui s'appelle Jeanne Roseroux. Alors, elle est assez jeune, elle a 28 ans de moins, je crois, que Zola. Et ce que je ne sais pas, Alexandrine, en engageant cette Jeanne Rosereau, cette lingère, c'est qu'elle va devenir la maîtresse de son mari. Il y aura une lettre anonyme qui lui parviendra 3 ans plus tard, en 1891, qui explique que Jeanne Rosereau, oui, c'est la maîtresse d'Émile Zola. Alors, Alexandrine, évidemment, un réflexe de femme outragée, elle va voir son mari, elle lui dit « Choisis, c'est elle ou moi ». Et Zola refuse de choisir pour une raison peut-être simple, c'est que il n'a pas d'enfant avec Alexandrine, et Jeanne Rosereau lui en donnera 2, Denise et Jacques. Et lorsque Zola mort en 1902, Alexandrine, qui s'est accoutumée au fait que son mari, Zola de Marie avait une double vie, reconnaîtra les enfants, et ce sont eux, après, avec leur descendance, qui ont géré l'héritage d'Émile Zola. Alors, cette maison, elle va être donnée en 1905, je vous le disais, à l'assistance publique. Alexandrine Zola a demandé qu'elle soit le plus possible conservée dans son état actuel. Et puis à la fin des années 1970, l'hôpital de Poissy y offre une école pour les infirmières. Et puis en 1978,
c'est le syndicat interhospitalier de l'Île-de-France qui établit ici un organisme de formation permanente. Donc, vous voyez, plus les années passent et plus on est loin de la maison de Zola. Et il y a un dîner dans les années, à la fin des années, au milieu des années 90, chez François Mitterrand, dans sa propriété à Latché, dans les Landes. Mitterrand est déjà assez malade. Il y a là son ami financier, puisqu'il a financé pas mal de ses campagnes, Pierre Berger. Et Mitterrand est fasciné par Zola, d'abord parce que François Mitterrand adorait la littérature, et peut-être aussi parce qu'il y a cette histoire de Jeanne Rosereau, et que cette histoire de Jeanne Rosereau lui rappelle son histoire personnelle, celle qu'il a eue avec Anne Pinjot et cette fille cachée, Mazarine Pinjot, qui finalement, à la fin de son second septennat, il a accepté que les photos de Mazarine et de lui paraissent dans Paris Match, comme pour reconnaître cette fille, pour la montrer au public, alors qu'il l'a cachée pendant des années. Et peut-être que cette vie cachée de Zola lui rappelle quelque chose. Alors, il dit à Pierre Berger, il ne faut pas laisser cette maison de Zola tomber en ruine, il faut s'en occuper. Et Pierre Berger va le faire, il va le faire avec un ami à lui qui est un conseiller à la Cour des comptes, Louis Gauthier. Il va venir sur place, il va prendre en main les travaux, trouver les financements, et il va avoir cette idée, c'est lui qui a eu cette idée, de dire il faut, si on ouvre la maison de Zola, il faut aussi mettre un musée Dreyfus au même endroit, puisque l'affaire Dreyfus, c'est aussi la grande affaire de la vie de Zola, et c'est ainsi que la maison a été remise dans le même parfum, si je peux dire, dans la même situation qu'elle était du temps où Zola l'habitait, et que on a ouvert ce musée Dreyfus. Alors, un mot tout de même, justement, sur Dreyfus et sur Zola. Vous savez que Zola a écrit en 1898, au plein moment de l'affaire Dreyfus, J'accuse dans l'Aurore, qui était une accusation contre le pouvoir militaire, qui essayait de faire porter à Dreyfus une responsabilité qui n'était évidemment pas la sienne, c'était des faux, on le saura après. Donc il a pris fait et cause pour Dreyfus, et il a pris ce qu'on appelle un écrivain engagé, c'est-à-dire qu'il y a laissé sa réputation, il a fait de la prison, il a été condamné, il a pris des risques pour défendre Dreyfus. Et lorsqu'il meurt en 1902, on est encore dans une France qui est très divisée par cette affaire Dreyfus. Dreyfus ne sera réhabilité que 4 ans plus tard, en 1906. Et d'ailleurs, lorsqu'il meurt, Alexandrine Zola, sa femme, peut-être sous la pression du préfet de police, dit à Dreyfus, ne venez pas à l'enterrement, c'est trop dangereux, il risque d'y avoir des violences. Et il faudra que Anatole France, un autre grand écrivain qui sera prix Nobel de littérature, intervienne pour dire à Dreyfus, si, il faut que vous veniez, vous ne pouvez pas ne pas être présent à l'enterrement d'Émile Zola. Et il y aura encore des violences, puisque lorsque il y aura un débat à l'Assemblée nationale pour que les cendres de Zola soient transférées au Panthéon, il y aura là encore des violences. Il y a même un journaliste qui tirera sur Dreyfus, qui le blessera de peu. Mais enfin, vous voyez quand même que la France est totalement divisée. Alors, peut-être un mot sur la mort de Zola. Officiellement, Zola est mort rue de Bruxelles, à Paris, chez lui. Officiellement, c'est un mauvais fonctionnement, c'est un accident, un mauvais fonctionnement de la cheminée. Il y aurait l'oxyde d'azote qui serait venu dans la chambre de Zola. Et c'est vrai qu'il a été sans doute très dérangé par ces gaz. Il est tombé de son lit. Et le fait qu'il soit tombé de son lit et qu'il soit au sol a fait que les gaz étaient encore plus forts et il est mort. Alexandrine était sur un lit plus surélevé. Elle a été atteinte, mais elle a pu survivre. Alors, officiellement, c'est un accident, c'est la cheminée qui a mal fonctionné. Et puis, 50 ans plus tard, quand même, il y a un journaliste qui s'appelle Jean Bedel, qui publie un article dans Libération. Il a eu le témoignage d'un pharmacien qui s'appelle Pierre Aquin,
Et Pierre Aquin lui dit, écoutez, il faut que je vous raconte quelque chose. Moi, j'ai le témoignage de quelqu'un qui dit que c'est lui qui a bouché la cheminée de Zola, et qu'en fait, Zola, c'est pas du tout un accident. C'est un crime, c'est un meurtre. Et voilà ce que dit Jean Bodel dans son article. Aquin, je vais vous dire comment Zola est mort. Zola a été asphyxié volontairement. C'est nous qui avons bouché la cheminée de son appartement. Et voilà comment. Dans une maison voisine, il y avait des travaux de réfection de la toiture et des cheminées. Nous en avons profité par suite du va-et-vient continuel dans cet immeuble pour repérer la cheminée de Zola et la boucher. Alors, dans cet article qui paraît dans les années 50, Jean Bodel ne dit pas qui est cette personne qui aurait bouché volontairement la cheminée de Zola. Et puis, une vingtaine encore d'années plus tard, en 1978, dans le Quotidien de Paris, il donnera le nom de la personne qui aurait assassiné finalement Zola, et c'est un certain Buron-Fosse. Et Buron-Fosse, c'est intéressant, parce qu'il faut se replonger dans les années du début du XXe siècle, dans les années 1900. Buron-Fosse, c'est un militant, mais un militant de grade élevé de la Ligue des Patriotes de Déroulède. Et la Ligue des Patriotes de Déroulède, c'est une haine absolue contre Dreyfus, et contre ceux qui le défendent, et contre Zola. Et le fait que un des militants de cette Ligue des Patriotes ait pu vouloir tuer Zola est tout à fait une thèse qu'on peut considérer comme vraie. D'ailleurs, aujourd'hui, la plupart des historiens considèrent que Zola n'est pas mort d'un accident, mais a probablement été assassiné.